Bonne nuit à tous, ici le rôle d'histoire, votre aventurier d'Hyrule dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle promenade Culture and Chill dans Zelda Breath of the Wild, voilà. Très heureux de vous retrouver, installez-vous confortablement et commençons donc cette promenade Culture and Chill. L'objectif, comme vous le savez, va être de passer un agréable moment, tout en se questionnant, s'interrogeant, tout en cherchant les différentes références culturelles qui parsèment ce jeu. Donc là, en l'occurrence, on va se concentrer sur le village de Cocorico. Donc, on va faire ça du mieux possible. Alors, juste, je vais vous présenter avant de commencer. Donc, alors, j'ai fait une petite recherche préalable. Voilà, donc là, il y a toute la webographie qu'on va utiliser. Alors, elle n'est pas exhaustive en ce qui concerne les pages Wikipédia. On va en consulter davantage. Et là, c'est les sites qui sont autres que Wikipédia. Voilà, je vous les présenterai. Du coup, j'ai pris quelques notes sur les habitants, sur les bâtiments, voilà, pour voir un petit peu de quoi on va parler, pour que ce soit plus clair. D'habitude, je les prépare pas, ou presque pas, les promenades Culture and Chill. Là, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant de faire une petite préparation. Et sur les sites, donc je vous les montre. On a donc le mémoire de recherche de... Alors, comment s'appelle... Voilà, donc de l'étudiante Héloïse Lamoury. Donc on va utiliser son mémoire de recherche en l'occurrence, qui est disponible en ligne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le consulter à cette adresse. Il est vraiment très intéressant. On va utiliser ce site, donc Savoir Zelda, ce site, Architecture of Zelda. Donc là c'est un site en anglais qui est spécialisé sur justement la recherche des références architecturales, disons, qu'il y a dans la licence des Zelda. Là on a aussi ce site, Le Cri du Troll, qui a fait un petit article sur les références architecturales. Voilà, et donc du coup, il y a tout un passage sur les Sheikah. Et puis, donc voilà, après quelques pages Wikipédia sur certains points spécifiques. Donc voilà, maintenant que l'on sait tout ça, hop, on revient à notre page qui nous intéresse. Et puis, on va reprendre donc notre promenade. Donc dès l'entrée du village, on a une structure en bois qui ressemble à un portail et qui évoque, sans aucun doute possible, de mon point de vue en tout cas, un torii. Alors, un torii, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Un torii, c'est un portail traditionnel japonais qui est communément érigé à l'entrée d'un sanctuaire shintoïste afin de séparer l'enceinte sacrée de l'environnement profane. Il est aussi considéré comme un symbole du shintoïsme. Voilà à quoi ressemble donc un torii. Donc on voit clairement la ressemblance, et donc là c'est à l'entrée du village, donc on peut supposer que le village de Cocorico est sacré, ou a un caractère en tout cas sacré. Voilà, donc continuons notre promenade, nous voyons donc, pardon j'ai renversé quelqu'un, nous voyons donc un deuxième torii, et enfin on a ces structures là. Tout de suite à l'entrée du village de Cocorico, on a des cordes avec des sortes de petites structures en bois, disons des petites tablettes. Et donc là en l'occurrence j'ai fait des petites recherches et donc sur les bâtiments je l'avais catalogué je crois. Ces cordes peuvent vraisemblablement faire référence aux cordes Shimenawa ou bien au Shimetori, portail avec cordes. Donc on va faire une petite recherche en faisant comme ceci, voilà, comme ça vous les avez en visu. Et hop, on va faire, vous allez voir. Shimetori. Ce sont des... Est-ce qu'on va en avoir des exemples de Shimetori? Oui, là. Là, on a un Shimetori. Juste là. Est-ce que je peux l'agrandir l'image? Là, voilà. Là, donc, on a un Shimetori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres images qui le présentent? Donc, en fait, c'est un portail de type... C'est un portail qui a plus ou moins la même fonction qu'un torii, sauf fait avec une corde du coup. Et on va mettre corde Shimenawa. Alors, voilà. Shimenawa. Donc, les Shimenawa, le Shimenawa est une corde sacrée utilisée au Japon, constituée de torsades de paille de riz plus ou moins grosses en fonction de l'utilisation et tressée de gauche à droite. Le Shimenawa délimite généralement une enceinte sacrée et particulièrement l'air de pureté d'un sanctuaire Shinto. Ce qui nous fait supposer donc que ce village est comme un sanctuaire Shinto. Mais il est populairement placé au pas de porte lors des événements du calendrier Shinto, ok, ou bien autour d'un hôtel Kamidana.
Ok, on y pense souvent des Nusa, sorte de Gohei. Gohei, donc c'est ce que vous voyez là, sorte de tresse de papier. Ou des épideries, ok. Donc là on a des exemples de Shimenawa, donc celle-ci est énorme. Là aussi c'est vraiment colossal, mais il y en a des plus fines, comme ici. Là ça entoure un arbre, ça veut dire que cet arbre est considéré comme sacré. Là autour d'une souche, visiblement, autour d'une pierre, donc la pierre est considérée comme sacrée. Voilà donc pour l'explication sur les cordes qu'on a à l'entrée. Je crois qu'il y avait autre chose aussi. Ah voilà, c'est les Emma, juste ici. Alors attendez. Ah oui. Donc vous ne voyez pas correctement. Hop là, sur les notes que j'avais prises, j'avais marqué Emma. Emma. Plaque votive, oui c'est ça, ce sont des plaques votives. Mince, mais... On va faire la recherche. Voilà, super. Un Emma, hop, je vais enlever ça. Je vais maintenant le remettre en... comme ça, voilà. Et je vous montre. Non, trompé. Là, voilà. Alors, un Emma est une plaque en bois contenant des prières ou des vœux que l'on trouve dans les sanctuaires shinto au Japon. Les fidèles inscrivent leurs vœux ou leurs prières sur l'Emma, puis l'accrochent à un portique près du temple pour qu'il soit lu par les kami, donc les divinités du shintoïsme. À savoir que le terme kami peut désigner soit un esprit vénéré, soit une divinité. Voilà. Donc voici à quoi ressemblent les plaques votives et potentiellement ça peut faire référence à cela. Donc les plaques qui sont accrochées à ces cordes. Voilà. Hop, je vais enlever ça pour éviter que ça s'accumule trop. Que dire d'autre? Alors le Shinto, je vous ai pas précisé, je vous le dis maintenant, mais le Shinto c'est disons une religion japonaise, ou en tout cas l'ensemble des croyances, un ensemble de croyances que l'on retrouve au Japon. Donc là, ouais, c'est un ensemble de croyances datant potentiellement l'histoire ancienne du Japon. En fait, on sait pas trop, on a du mal à faire la généalogie de la chronologie du shintoïsme, je veux dire. Parfois reconnue comme religion, elle mêle des éléments polythéistes et animistes. Donc polythéiste parce que plusieurs divinités, et animiste parce que croyance au fait qu'il y a des esprits qui s'incarnent dans la nature. En gros. Ouais. Ok, pour le Shinto, hein, c'est une grande religion du Japon, disons. Pour simplifier. Hop. Et on repart pour notre promenade. Donc du coup, on découvre au fur et à mesure. Vous voyez, c'est très riche. Hein, on en est à combien? À 7 minutes d'épisode de cette promenade. Et on a déjà découvert pas mal de choses, pas mal d'éléments. Donc on avance un petit peu. Alors dommage, il fait pas super beau. Donc on n'a pas une super luminosité. Peut-être que si on dort, on aurait un meilleur temps au matin prochain. On va dormir pour voir. Et comme ça nous permet de souffler un petit peu et de réfléchir. Ça va me permettre de réfléchir à ce que je vais dire ensuite. Non, je regarde juste ma page. Non, ok. Il fait toujours pas meilleur. Dommage, le temps est mauvais. Je suis vraiment désolé pour ça. Désolé. Alors, on va continuer et on va s'interroger maintenant que nous sommes à l'intérieur du village sur les villageois. Donc là, j'avais noté plusieurs éléments sur les villageois. Donc, les habitants, en tout cas ce village évoque un village de shinobi, j'avais noté. Et on note une opposition d'ailleurs des Sheikah avec les Yiga. Donc ça me fait plus ou moins penser donc à les deux villages, Iga et Koga, les deux grands villages de shinobi qu'il y avait au Japon. Donc un shinobi, qu'est-ce que c'est? Vous devez probablement le savoir. Mais on va faire la recherche ensemble. Shinobi. Alors, nous c'est... Oui, voilà, c'est ça. Donc, le terme ninja est un terme moderne, faut le savoir, qui date du XXe siècle en vérité. Auparavant, on appelait traditionnellement les ninjas des shinobi. Donc, la fonction du ninja, entendons donc du shinobi, comprenait l'espionnage, le sabotage, l'infiltration, l'assassinat et la guérilla. Et effectivement, le shinobi, c'est vraisemblablement l'espion, l'agent secret de l'époque. Du Japon féodal, disons. Donc on commence vraiment à sentir la présence des shinobi à partir de l'époque de Sengoku. Voilà. Et ça se poursuit donc sous le shogunat Tokugawa, donc pendant la période d'Edo, le shogun a recours à des shinobi pour certaines missions d'espionnage, pour aller espionner certains han. Les han, ce sont, disons, les fiefs
qui sont tenus par des daimyos. Les daimyos sont disons des seigneurs. Voilà, et donc certains disent qu'il y aurait eu des antécédents aussi, peut-être jusqu'au XIIe siècle, pendant la période de Heian ou au début de l'ère Kamakura. Donc voilà pour les shinobi. Donc là on a affaire à vraisemblablement un village de shinobi. Et je vous parlais donc village, Iga et Koga. Il se dit qu'il y avait 2 grands villages de shinobi. Mince, on va pas les trouver. Le village d'Iga et le village de... Ah bah si, c'est écrit. En raison de leur origine géographique probable, les ninjas sont aussi parfois appelés hommes d'Iga ou de Koga. Donc hop, on va regarder les pages Wikipédia associées. Donc voilà, Iga se situe ici et Koga se situe ici, disons. Enfin en tout cas, ça ce sont les provinces actuelles. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus dessus? Mais anciennement, plusieurs clans étaient disséminés sur tout le territoire nippon. Il n'y avait pas qu'à ces endroits-là, mais notamment ces 2 villages. Bon, écoute, on va pas mieux en dire là-dessus, mais juste comme on sait que en face il y a les Iga qui sont disons les rivaux des Sheikah, et Iga c'est assez proche justement de Iga phonétiquement, donc potentiellement une référence à cela également. Donc, ça s'est mis à pleuvoir. Décidément, on a vraiment une mauvaise météo. On va dormir à nouveau en espérant cette fois-ci avoir plus de chance. Donc voilà, et donc les... Hop. Ah, il fait meilleur. Super, là il fait beau temps. Ah oui, là on est bien. Génial. Est-ce que je voulais vous montrer? Hop, alors... Les villageois sont habillés d'une certaine manière. Et donc, je l'avais noté, ils portent un hanten. Donc on va regarder hop, sur ce personnage-là. Un hanten, donc c'est un manteau court d'hiver traditionnel, j'avais noté. Ils portent des oris, donc à leurs pieds. On va regarder en même temps. Attendez, je le remets. Donc je vous disais, le hanten, regardez, sur eux, donc c'est cette espèce de manteau court d'hiver traditionnel. Au pied, je sais pas si vous arrivez à voir, je vais regarder, attendez, parce que... À leurs pieds, ils ont des sortes de claquettes qu'on appelle des oris. Et ils portent des chaussettes qu'on appelle tabi. Ce sont des chaussettes qui, en fait, vous voyez, ces sortes de claquettes, il y a... ça coupe les orteils en 2, disons. Comme des tongs, en fait. Et donc la chaussette, la tabi, la chaussette qu'on appelle tabi, elle est particulière parce que du coup, justement, c'est une chaussette où le gros orteil est séparé des autres orteils. Bah, du coup, ça laisse une place pour, justement... la ficelle de la tongue, disons, pour simplifier. Je sais pas si je suis très clair. Voilà, il porte un chapeau. Il en existe de plusieurs types. Donc au Japon, on appelle ça des kasa. Et les villageois portent vraisemblablement des torioi gasa. Torioi gasa. Voilà. Donc, hop, on va revenir comme ça. Et je vais vous montrer donc tout ça. Alors, hanten, est-ce que si on fait la recherche, on trouve? Non. Ah si, veste japonaise traditionnelle, hanten. Donc à la base, ouais. C'est pas vraiment ça. Après, elles ont été remaniées, évidemment, ce sont des sources d'inspiration, je dis pas que c'est l'identique. Est-ce que du coup, je vais regarder pour les kasa plutôt. Kasa, ouais, kasa japonais. Japonais, voilà. Donc kasa sont les chapeaux, pardon. Et le terme générique pour désigner un quelconque chapeau japonais traditionnel. Les plus connus sont l'amigasa, vannerie en paille encore portée lors des danses folkloriques, et le jingasa, couvre-chef des samouraïs. Donc qu'est-ce qu'on a comme... amigasa, jingasa... Hop, alors attendez, je vous l'ai pas mis correctement. Là, vous devez l'avoir correctement donc. Donc voilà, j'étais en train de lire, je vous ai lu ça jusqu'à présent. Effectivement, comme je switch d'un écran à l'autre, des fois je plane un peu et je pense pas à le remettre à la bonne dimension. Donc du coup, attendez. Moi je vous ai dit que ce serait vraisemblablement des Torioi gasa portés au festival Awa Odori. Bon, on va regarder. Ah bah oui, regardez. Un exemple, juste ici. Ça ressemble beaucoup au chapeau qu'a notre compagnon qui est juste là. Regardez. Donc je pense qu'il doit y avoir une inspiration par rapport à ça. Donc ce que l'on découvre jusqu'à présent, c'est que le village de Kokoriko est très très influencé par le Japon. Voilà. Donc on va avancer. On va parler maintenant un petit peu des bâtiments. Donc l'architecture des bâtiments, il est évoqué notamment dans... hop,
notamment sur ce site-là. Alors attendez, ça je vais fermer au fur et à mesure, sinon je vais avoir trop de pages ouvertes. Kassa, on enlève. Shintoïsme, on enlève. On va garder ça pour plus tard. Donc du coup, dans le mémoire et dans ces autres sites internet, il est question que les villages de Cocorico sont d'inspiration du style Minka. Donc là, on a un exemple, par exemple, de maison de style Minka juste ici. Et effectivement, on a un petit peu de ça. Et attendez, là aussi, je crois qu'ils en parlent. Donc le site est en anglais. On va le traduire en français. Ça va pas être une super traduction, c'est pas grave. Et donc là, il nous parle donc des portails Tori. Là, il nous parle des cordes Shimenawa potentielles. Je vous conseille vraiment d'aller lire ces sites. Ça sera plus détaillé, plus précis que moi ce que j'essaye de vous dire. J'essaye de faire un condensé de tout ça en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'ils en parlent? Alors là. Donc, village Cocorico. Donc lui, il parle d'une architecture à la fois Shinto et d'une architecture Minka. Donc effectivement, il y a des éléments qui évoquent... Oh, il repleut, mais c'est dingue. On se croirait en Bretagne, ici, il pleut toujours. Et je vais retourner dormir pour essayer d'avoir une meilleure météo. Excusez-moi pour ça. Donc du coup, je vous disais, effectivement, des bâtiments en style Minka. Et je vais faire une petite recherche. Donc, je vais mettre style Minka. Vous allez voir, on va faire une recherche. Donc, Minka. Le Minka est une maison japonaise de type traditionnel. Il s'agit plutôt d'un groupe d'une grande diversité d'architecture vernaculaire. Construite dans l'un des nombreux styles traditionnels de construction propres à l'architecture japonaise. Dans le contexte des 4 divisions de la société, le système de classe... Ouais, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Les Minka étaient les habitations plus vraisemblablement des paysans, des artisans, des marchands, ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sur l'apparence. Vous allez voir, si on prend par exemple ces maisons-là, dans l'ambiance, on a quelque chose comme ça. Hein. Regardez. Je vais remettre... voilà, comme ça. On retrouve un petit peu cette idée avec les toits de chaume, avec... les tours qui descendent de part et d'autre. Alors c'est pas l'identique évidemment, mais on a quelque chose qui l'évoque grandement quand même, je trouve. Donc on a le style Minka pour les maisons. Après effectivement, c'est Minka, comme vous l'avez compris, ça regroupe tout un tas de maisons différentes, mais on peut reconnaître, d'après les images qu'on a vues, une similarité. Ça rentre dans le style Minka, ce qu'on voit dans Zelda. Alors attendez, je voulais vous montrer autre chose. Il y a un village. Il y a un village qui est vraiment un bon exemple. Est-ce que je vais arriver à le retrouver? Oui, c'est celui-ci, je crois. Regardez, ce village-là. Au milieu des montagnes, un petit peu. En tout cas, on voit qu'au loin, là, ça... il y a une pente, ça monte. Il y a de la forêt. On a ces villages-ci. Ça évoque un petit peu notre village à nous, donc notre village de Cocorico. Donc, il y a ça pour... les maisons. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'architecture des bâtiments? Donc on a une référence aussi, donc on parlait du style Minka, voilà, on en a parlé un petit peu. On a aussi des références vraisemblablement à l'architecture Shinto. Alors l'architecture Shinto, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est l'architecture qu'on va retrouver dans les sanctuaires Shinto. Architecture Shinto. Qu'est-ce qu'on a sur l'architecture Shinto? Ah bah tenez, regardez par exemple ce qui est caractéristique, il y a ça là, qui est caractéristique de l'architecture Shinto. On a ça là aussi. Donc là, on n'en a pas, mais on a quand même des petites lanternes. Alors est-ce que c'est une petite référence? Parce qu'elles sont pas toutes grosses comme ça les lanternes. Il y en a des plus petites. Là on a un exemple donc du coup de sanctuaire Shinto. Et là au final, ce qu'on est en train de suivre, c'est une route qui va nous mener jusqu'à la maison d'Impa qu'on peut considérer comme le sanctuaire des lieux, comme le lieu principal du sanctuaire. Donc potentiellement qu'il y a un parallèle à faire avec le plan d'un sanctuaire Shinto dans Zelda Breath of the Wild, donc dans le village de Cocorico. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Alors lui il dit... ne sont pas sans rappeler d'importants édifices nippons comme le Daigengu. Donc du coup, on va aller voir à quoi ressemble le Daigengu.
Je l'ai mal écrit, bien entendu. Alors, image. Ah oui, là on a Daigengu, effectivement. Effectivement, nos maisons du village ressemblent un petit peu à cela. Hein. Et puis ça évoque un petit peu la maison d'Impa. Ok. Ah, là c'est intéressant. La maison d'Impa qui est comparée, regardez, le sanctuaire de Tamaki Jinja est lui aussi un haut lieu du shintoïsme. Donc on va faire un copier-coller et on va les comparer les deux. Je vais m'approcher un petit peu de la maison d'Impa. Sanctuaire, image, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir comparer les deux. Donc on a... Hop, je vais m'avancer. Hop. Donc gardez cette image en tête. Voilà. Et regardez, quand on compare, on a le torii à l'entrée, on a les escaliers et on a le bâtiment. Donc effectivement, on peut voir un parallèle avec les deux. Et si on regarde le plan qu'on regardait tout à l'heure, donc la maison principale correspond à 13. Donc 13 c'est le Honden, donc ça correspondrait au Honden. Donc le Honden c'est le bâtiment principal où est consacré le kami. Voilà. Sur le toit on voit des chigi et des katsuogi. Donc effectivement, oh il pleut encore, décidément on n'a pas de chance pour la météo, désolé. Je vais vous expliquer ce que c'est chigi et katsuogi juste après. D'abord je vais vous dire Tamagaki. Regardez, tout autour donc de notre petit sanctuaire, de la maison d'Impa, il y a tout simplement des petites barrières en bois là, qui fait tout le tour. Et en fait, cela s'appelle des Tamagaki. Tamagaki, c'est la clôture entourant le Honden. Donc on retrouve ça ici, dans, je vais vous le montrer en plus gros, sur, sur la maison d'Impa, on retrouve toutes ces caractéristiques. Donc le Tamagaki, je disais, c'est la petite barrière qu'on a ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc sur l'architecture? Alors je regarde au fur et à mesure. Toit en chaume, on en a parlé. Ah, Katsuogi. Donc Tamagaki, j'en ai parlé autour de la maison d'Impa. Maintenant, je vais vous parler donc des chigi et des katsuogi. Alors. Je suis en train de réfléchir, je regarde en même temps. Donc, on va commencer par les chigi. C'est parti, donc je remets le jeu comme ça. Je mets les chigi. Voilà. Donc les chigi, ce sont des épis de fêtage de toit que l'on retrouve dans l'architecture japonaise et shinto. Voilà à quoi cela ressemble. Et quand en fait on regarde nos maisons... Alors attendez, je vais mettre la pause et je vais aller redormir pour que ça pleuve plus parce qu'on voit pas grand chose, ça m'ennuie un peu. Bien, du coup je suis arrivé à obtenir un temps qui est plutôt convenable. Donc j'en étais en train de parler des chigi et des katsuogi. Et donc j'allais vous les montrer. Donc chigi. Alors voilà, donc le chigi c'est ça là. Cette espèce de fourche qui se situe devant les bâtiments. Et alors pas sur tous, mais notamment sur la maison de... Sur la maison d'Impa, on retrouve un petit peu cette idée-là. Sur certains autres aussi. Par exemple sur cette maison-là, juste ici, là. Alors c'est pas... Faut bien imaginer que ce sont des sources d'inspiration qui ont été maniées et remaniées. Ce n'est pas fait à l'identique. Pour autant, on peut imaginer que ça a quand même permis d'inspirer cela. Donc peut-être une référence au chigi sur les toits. En tout cas, c'est vrai que quand on regarde... quand on regarde ce toit-ci et les toits qu'on voit, on ne peut pas s'empêcher de faire une comparaison. Et le katsuogi, alors, en fait, ce sont ça, là. Les rondins qu'il y a tout le long. Donc on en a ici, là, des katsuogi. Donc ce sont des éléments décoratifs, en fait, qu'on retrouve dans l'architecture shinto, notamment. Et donc, quand on regarde nos bâtiments dans notre jeu, on peut penser que... donc déjà, on a ces sortes de poutres fêtières décoratives qui évoquent ce que l'on retrouve sur l'architecture Shinto. Et en plus de ça, on a ces éléments ici et là qui peuvent évoquer des katsuogi, mais c'est... Selon comment on le regarde, on peut penser que c'est à mi-chemin entre le katsuogi et puis le chigi au final, puisque ça fait un petit peu ce côté fourche. Voilà ce qu'on voit sur les toits. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter à ce propos? Donc, sanctuaire... Ah oui, je vous ai pas parlé des taureaux. Les lanternes. Alors, je vais vous montrer donc
est-ce que je vais en retrouver? Taureau, hop, on va le noter. Ah non, alors attendez, c'est pas ça. Taureau, lanterne, oui. Voilà. Donc, au Japon, les taureaux sont des lanternes traditionnelles en pierre, en bois ou en métal, suspendues ou non, originaires de Chine. Leur premier usage est bouddhique. Et donc on retrouve en fait ces taureaux, voilà, il y en a de différentes sortes, hein. Par exemple il y en a des comme ça aussi. Notamment dans les sanctuaires. Ouais, il y en a de différentes sortes. On en a des plus petites, voilà, on en a tout un tas, et on retrouve certaines lanternes suspendues comme... Attendez, je vais le mettre en plus gros, comme ici, comme là, regardez, tout le long il y en a des petites lanternes là qui donnent une ambiance particulière, surtout quand on vient de nuit. Et donc c'est ce qui me fait penser que peut-être que ça évoque ces petites lanternes des taureaux. Donc on le retrouve dans les sanctuaires aussi. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur mon plan? Donc j'ai parlé de taureaux, j'ai parlé des Ema, des Shimenawa, des Shimetori. Donc la comparaison avec le sanctuaire Shinto me paraît plutôt cohérente. Ah oui, j'ai pas parlé des Nobori. Alors Nobori, c'est bannière autrefois utilisée dans les champs de bataille, aujourd'hui devant entreprises et restaurants et magasins. Décidément, on n'a pas de chance. Il pleut à nouveau. Alors, c'est pas forcément très gênant pour ce que je vais faire, mais c'est vrai que ça m'ennuie quand même un petit peu. On va dormir une nouvelle fois, et donc du coup, ensuite, on va aller voir derrière. Vous allez voir sur les façades de certaines maisons, il y a ce que je soupçonne être des Nobori. C'est dingue comme il pleut beaucoup. La météo, il pleut plus souvent qu'il fait soleil. Ah, super, il pleut plus. Ok, donc je vais vous montrer maintenant. Je vais choisir une maison. Où est-ce qu'on trouve une de ces bannières dont je vous parle? Alors, voyons voir. Où est-ce que je vais en trouver des bannières comme celle-ci? Alors, je crois qu'il y en avait une ici. Voilà. C'est le genre de bannière là. Celle-ci là. Ça évoque potentiellement des Nobori. Je crois que c'était ça, hein. Parce que j'ai fait ces petites recherches. Ouais, si, je crois que c'est ça. Voilà, donc potentiellement, on peut parler de Nobori dans ces cas-là, parce qu'il y en a devant plusieurs bâtiments. Vous allez voir. Là, on en a ici. Et puis, on en a également là. Donc, je pense que ça doit être une référence au Nobori. Nobori, si on essaie de le prononcer avec une meilleure prononciation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? D'après l'un des sites que je vous ai montré, je vous remontrerai lequel après, il y a une référence à une sorte de cimetière bouddhiste, si je me souviens bien. Je crois qu'elle est située quelque part par là. Donc voilà, exactement ici, regardez. Cette accumulation de pierres peut paraître peut-être anodine, mais ça ne l'est pas du tout. Ça évoque vraiment quelque chose, et vous allez voir, quand je vais le mettre en comparaison, vous allez comprendre. Alors, écran moitié, voilà. Donc c'était sur quel site? Qui est-ce qui en parle déjà? Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. C'est quand même intéressant de voir les illustrations qu'il a mises, donc je l'ai fait défiler quand même. Mais non, c'est pas lui. Peut-être est-ce lui alors? Non. Je me souviens plus qui est-ce qu'il en parle. Bon bah il reste plus que lui. Ah voilà, c'est ça. Alors. Il n'y a que 2 pas à faire depuis la résidence d'Impa pour s'en rendre compte. En effet, Cocorico abrite également un cimetière. Les défunts sont représentés par des sortes de stèles méticuleusement arrangées. Cette disposition partage son apparence avec l'Adashino Nenbutsu-ji, un temple de Kyoto placé sous le modèle de Bouddha. Et vous voyez, si on fait la comparaison, je vais mettre l'illustration en plus grand. Il a mis les deux à côté. Vous le voyez aussi sur mon écran. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser à cela. On a ici, ça correspond à là, et puis tout ça là, qui correspond à tout ça. Voilà, donc les statues qu'il abrite représentent justement l'esprit des morts. La boucle est bouclée. Très bien, donc ça on le voit clairement sur notre jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? On a déjà fait une bonne promenade, là, je suis très content, très satisfait. J'essaye de faire au mieux, de vous expliquer au mieux, d'être le plus clair possible. Je vous invite et je vous encourage bien sûr à aller découvrir les sites internet que je vous ai présentés pour aller découvrir davantage d'informations. Là, j'essaie juste de tout passer en revue en vous expliquant de manière, comment dire, claire et concise, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez davantage de précision, n'hésitez pas à lire ces sites. Et puis, ce qui évoque aussi le village japonais traditionnel, c'est le lieu.
on a des montagnes qui entourent le village. Le village est, comme qui dirait, caché, perdu au milieu des montagnes. Et en fait, quand on sait que le Japon est recouvert, je crois, je sais pas si c'est pas 70% de montagnes. Attendez, on va faire une petite recherche. Japon, pourcentage, montagne. C'est vraiment un pays très montagneux. Alors, les pentes de plus de 15% forment les 3/4 du pays. Donc ça vous présente un petit peu le dénivelé et le relief qu'il peut y avoir au Japon. Les montagnes occupent 63% du territoire, les collines 12%, les plateaux 11%, et les plaines seulement 14% si on regarde la géographie du Japon. C'est ce que je vous disais. Et donc de retrouver en fait Cocorico au milieu des montagnes, ça paraît cohérent, plus qu'il est inspiré d'un village japonais, et souvent on trouvait les villages japonais donc au milieu des montagnes. Donc il y a ça aussi qui nous indique que c'est un village inspiré par cela. Après, on peut aussi parler de cette petite statue. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, dans d'autres promenades Culture & Chill, mais s'il se remet à pleuvoir, décidément on n'a pas de chance. Et cette petite statue en fait, comme elle est représentée, moi elle me fait passer à une... donc déjà on sait que c'est la statue de la déesse, donc clairement comme c'est présenté, ça nous évoque un petit hôtel où on peut prier, donc dans un sanctuaire Shinto ça paraît cohérent, mais on peut aussi y voir une référence en fait plutôt à un bodhisattva, donc une référence au bouddhisme. Alors, les petites statues de Jizo, regardez. Là, on en a une de statue de Jizo. Et regardez, on a les mains jointes, on a ce côté... Mince, je suis tombé dans l'eau. On retrouve un petit peu cet esprit de statue de Jizo. Mais c'est pas les statues de Jizo les plus évidentes qui ressemblent le plus. J'en ai vu d'autres qui ressemblaient encore davantage. Statue de Jizo, statue Jizo. J'ai écrit Kizo au lieu de Jizo. Alors, ouais, on va voir ce qu'on peut trouver. Donc là, on a des petites statues. Enfin, je trouve qu'il y a une similitude. Je pense que ce serait pas incohérent qu'il y ait une référence à cela. Alors, qui est Jizo? Je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc, on retourne en arrière. Et Jizo... Alors... l'un des 8 grands bodhisattvas du bouddhisme. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est un bodhisattva. Alors, dans le bouddhisme Mahayana, il désigne celui qui a formé le vœu de suivre le chemin indiqué par le Bouddha, après le refuge. Non, mais c'est pas ça que je cherche. En gros, un bodhisattva, c'est un être qui a atteint l'éveil, mais qui, plutôt que de rejoindre le nirvana, décide de rester dans la roue des réincarnations, dans le samsara, pour pouvoir aider tous les êtres vivants à atteindre le nirvana. Et donc leur souhait, c'est, ils ont atteint l'éveil, mais ils continuent de se réincarner pour aider les autres à atteindre l'éveil. Moi, c'est la définition que j'avais retenue. Là, je ne sais pas laquelle était donnée par Wikipédia, mais je préfère vous présenter celle-ci. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On peut éventuellement entrer à l'intérieur de la maison d'Impa, pourquoi pas. Et après, je voudrais juste vous montrer, vous faire visiter le village de nuit. Il y a vraiment quelque chose qui est paisible quand on le visite la nuit. Alors, voilà donc Impa, qui elle, vraisemblablement, est vêtue plutôt d'une sorte de kimono. D'après ce que j'avais noté, un kimono traditionnel. Voilà, et oui, je voulais vous parler de ça. Vous voyez, des sortes de statues de crapauds. Alors c'est étonnant, j'arrive pas trop à expliquer pourquoi il y a ces statues de crapauds, et je me suis dit, mais attendez, si nous sommes dans un village de shinobi, peut-être est-il fait référence à Jiraiya. Et quand je parle de Jiraiya, je ne parle pas de Jiraiya, le fameux ninja qu'il y a dans Naruto, même si la référence est la même derrière ce Jiraiya là, je parle donc du Jiraiya qui apparaît dans un conte traditionnel japonais. Alors Jiraiya, voilà. Donc Jiraiya est un personnage du conte japonais Jiraiya Goketsu Monogatari, la légende du galant Jiraiya, populaire dans les représentations du théâtre kabuki. Jiraiya était le souverain d'un puissant clan de Kyushu. Après la ruine de son clan, il devient le chef d'une bande de voleurs chevaleresques et s'enfuit vers la province d'Echigo. Sur le mont Myoko, qui est l'équivalent du mont Myoboku que l'on retrouve dans Naruto, une montagne au sud du Japon où l'on apprend la magie des crapauds, et il rencontre un immortel qui l'initie à la magie. Et vous voyez, Jiraiya, il apprend la magie des crapauds, tout comme Jiraiya dans Naruto apprend donc le mot d'ermite auprès des crapauds, lui donnant le pouvoir de se transformer en crapaud. Donc, un petit peu comme Jiraiya, même si... Enfin, quand il est dans le mode ermite,
Enfin, vous voyez de quoi je veux parler, quand les Mondermites, sur son nez, ça fait un petit peu nez de crapaud. Il finit par retrouver Sarashina, l'homme responsable de la ruine de son clan, et le tue. Ok, spoiler. Et regardez, Jiraiya rencontre ensuite Tsunade, et il est aussi question d'Orochimaru. Donc là, on voit clairement que Naruto s'est inspiré de ce conte-là, et pour revenir à notre Zelda, eh bien je pense que les crapauds font peut-être une référence subtile à Jiraiya, puisqu'il est lié au crapaud, Jiraiya. Voilà. Donc pour cette théorie que j'avance, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je ne l'affirme pas, mais c'est une possibilité. Alors juste en passant, il y a un petit Korogu. Ah oui, il y a des crapauds ici aussi. Intéressant. Donc il y a un petit Korogu qui peut faire référence au Kodama. Donc le Kodama, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes que j'ai fait sur la promenade Culture and Chill. Donc Kodama ou dans d'autres vidéos. Voilà, Kodama c'est un yokai du folklore japonais. Il s'agit d'un esprit vivant dans un arbre. Il peut avoir des formes très variées. En vérité, à la base, c'est un esprit qui s'incarne dans un arbre. Et à partir de Princesse Mononoke, eh bien, Hayao Miyazaki nous donne une représentation du potentiel du Kodama, Princesse Mononoke. Et là, j'ai l'impression que le Korogu fait un petit peu penser à ce qu'on voit dans Princesse Mononoke. Donc potentiellement un lien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est déjà à 36 minutes, ça va être une belle et longue promenade, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment trouvé beaucoup de références culturelles. Ce village est passionnant, on pourrait le revisiter à nouveau, qu'on découvrirait d'autres choses. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez à dire. J'essaye de faire au mieux, là, d'être le plus exhaustif possible. J'ai peur d'oublier certains éléments, et j'espère que vous me le pardonnerez si j'oublie certains éléments. J'essaye vraiment de faire au mieux. Ah bah super, il fait nuit, je vais pouvoir donc vous montrer. Regardez un petit peu. Quand on arrive de nuit, le côté, encore qu'il y a du vent, donc du coup ça paraît un petit peu moins paisible que d'habitude, mais je trouve que c'est vraiment paisible, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Et on sent cette ambiance, j'ai envie de dire, de village traditionnel japonais. En tout cas, moi du coup j'imagine les villages traditionnels japonais comme ce que je vois là. Regardez comme on y est bien. Regardez comme c'est beau, comme c'est paisible. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais dire. On peut peut-être ajouter peut-être un petit mot sur les cascades qui sont derrière la maison d'Impa. Dans le shintoïsme, il y a une pratique qui s'appelle le misogi, si je me souviens bien. Misogi. Voilà, et le misogi en fait consiste à se mettre, à se purifier en se mettant sous une cascade d'eau, sous une chute d'eau notamment. Donc du coup voilà, là on a une illustration du misogi, on se met sous une chute d'eau pour se purifier. Donc si on est dans un sanctuaire shintoïste, eh bien on a en plus les cascades sous lesquelles on pourrait éventuellement aller se purifier. Voilà donc pour un petit élément supplémentaire auquel je viens de penser juste maintenant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Dites-moi ce que vous pensez donc de cette promenade, dites-moi ce que vous avez vu, dites-moi ce que vous avez comme référence culturelle que peut-être moi j'ai pas vu, enfin voilà. Je réfléchis un petit peu là, en même temps que je fais un tour d'horizon de ce qu'on a autour de nous. Oui, si, pour finir. Cette fois-ci, pour finir réellement, n'hésitez pas à aller découvrir ce site, donc ce mémoire de recherche, ce site-là, celui-ci, et puis celui-ci. Vous découvrirez des choses tout à fait intéressantes et pertinentes. Voilà, j'insiste là-dessus. Hop. Voilà, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je suis très heureux d'avoir pu enfin vous faire cette promenade Culture and Chill sur le village de Cocorico, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais préparé et que je l'avais prévu. Et si ça vous intéresse, je pense, de toute manière, je pense que je vais le faire tôt ou tard. Alors, je sais pas dans combien de temps, mais j'aimerais bien faire une promenade Culture and Chill dans le village des Gerudo, dans le château, donc d'Hyrule, et puis dans le village des Zora, et essayer de trouver un petit peu dans le village des Gorons aussi, et donc dans le village des Piaf aussi, pourquoi pas, on pourrait peut-être trouver des éléments, pour essayer justement, comme le village de Cocorico, essayer de trouver qu'est-ce qui a permis la création de ces villages. Qu'est-ce qui a inspiré ces villages-là? Qu'est-ce qui a inspiré donc l'architecture, les personnages qu'on y rencontre, etc. Je pense qu'on pourrait trouver
des choses tout à fait intéressantes sur ces autres villages et ces autres lieux qu'il y a dans Hyrule. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cet épisode, c'est tout pour cette promenade Culture & Chill. Je vous dis donc à la prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien, c'était l'Euro de l'Histoire, pour vous servir.